14e journée de mobilisation. Aux côtés du gouvernement, on peut passer à autre chose. On espère que ça sera la dernière. Laurent Berger dit aussi qu'il va falloir trouver d'autres formes de mobilisation. Vous en pensez quoi, vous? Ben, comme vous, c'est la 14e journée d'action et elle semble réussir. Par conséquent, c'est un signal que nous recevons au moins d'une volonté très très largement partagée que l'affaire n'est pas réglée. Alors après, c'est la vie, advienne que pourra. Mais on a eu un bon niveau de mobilisation, on l'a encore aujourd'hui, et je pense qu'est acquis maintenant très largement l'idée que la bonne solution, c'est la retraite à 60 ans, et deuxièmement, que la retraite à 64 ans n'a pas de justification. C'est-à-dire que nous sommes dans une série de coups de force. Si ça avait une légitimité, il aurait essayé de faire un vote. Mais même sur une niche parlementaire, ils essayent de l'empêcher. Autrement dit, nous sommes le seul pays au monde où on peut décider que tout le monde va travailler 2 ans de plus ou être au chômage 2 ans de plus, sans qu'une seule fois, une assemblée parlementaire n'ait voté un texte comme une décision comme celle-là. Je pense que, vous savez, les Français se sont empoisonnés petit à petit et ils ne se rendent plus compte à quel point tout ça est choquant et n'a plus rien à voir avec l'idéal républicain. Puisque, alors on ne peut plus manifester, c'est interdit, on n'a pas le droit de taper des casseroles, c'est interdit, on n'a pas le droit de déposer des amendements, c'est interdit, on n'a pas le droit de voter, c'est interdit aussi. Tout ça n'est pas normal. Et Manuel Bompard et Mathilde Panot ont eu raison de dire que les insoumis parlementaires vont saisir les organismes internationaux qui surveillent l'évolution des démocraties. Car tout ça n'a plus rien à voir avec l'idée qu'on s'est fait jusqu'à présent d'une démocratie en France. Mais quand même, les jeux sont faits à l'Assemblée cette fois, oui. Non mais madame, le vôtre aussi, le jeu, il est fait, vous mourrez, et moi aussi. Alors évidemment que si on y va comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, les jeux ne sont pas faits, pardon, je blague, hein, mais les jeux, jamais. La vie est sans cesse une pulsion créative. Il y a encore un débat qui va avoir lieu à l'Assemblée. Nous allons le mener jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Si nous gagnons, nous aurons gagné. Si nous perdons, la lutte continuera. Je ne sais pas vous dire sous quelle forme, puisque ceux-là même qui l'ont organisé jusqu'à présent ne nous ont jamais associés à la prise de décision sur la façon de conduire le combat. Alors, moi je préférerais que maintenant et pour l'avenir, il y ait une organisation plus ample dans laquelle les syndicats acceptent de collaborer avec des organisations politiques qui défendent les mêmes objectifs et les mêmes mots d'ordre qu'eux. Je ne dis pas que nous sommes semblables, bien sûr que nous ne sommes pas semblables. Mais il me semble que ça devrait donner lieu maintenant à la possibilité de travailler, que tout le monde comprenne qu'il faut travailler ensemble. Si on fait le bilan, c'est 6 mois de mobilisation, vous diriez que c'est un échec ou un succès? Bon, alors ça dépend à qui vous vous adressez. Si vous vous adressez, j'ai compris, mais si vous vous adressez à la part qui en moi réfléchit à l'évolution de la société française, je vous dirais que il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et qui laissera une marque indélébile dans l'esprit des Français. Car rarement on a vu un mouvement social d'une telle ampleur, c'est le plus important depuis un demi-siècle, rarement on a vu une telle unanimité s'exprimer dans les sondages, dans les interviews, vous-même vous avez vu ça tout le temps autour de vous, de gens d'origine les plus diverses socialement et même politiquement, être d'accord pour dire qu'il y a une façon de vivre dont maintenant une masse de Français ne veut plus. C'est-à-dire bosser tout le temps et vivre dans cette anxiété et vivre en sacrifiant tout au travail. Et ça, je crois que c'est une grande transformation des esprits. Ensuite, les gens ont repris confiance dans leurs forces. Bien sûr, si la victoire était là aujourd'hui, nous exulterions tous. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'une masse de Français a pris confiance. Et une masse de Français a pris conscience du fait que le pouvoir macroniste, ce qu'on appelle le libéralisme, c'est une impasse dans la vie de tout le monde. Et je crois que ça aussi, ce sont des acquis intellectuels. Après, c'est la vie, c'est la lutte. Il y a des jours très beaux et des jours moins beaux. Aujourd'hui, il fait beau. Pourquoi avez-vous dit hier dans une vidéo que nous ne sommes plus en République? Parce que, si vous voulez, la République, c'est pas qu'un nom. Alors évidemment, vous me direz, on est toujours en République française. Je ne vous dirai pas le contraire. Mais j'ai posé mon affirmation un peu plus finement que vous ne le faites. C'est-à-dire, je me suis interrogé. Pourquoi? Parce que la République, ce n'est pas un régime neutre. Nous, les Français, on a tellement l'habitude de vivre dedans qu'on se dit, oh, la République, c'est la chose qui va de soi. Non, non. La République porte un message. C'est la chose publique. Elle nous appartient à tous. Et donc, pour qu'on puisse tous y contribuer, il faut respecter des règles. D'abord, la démocratie. Donc on doit pouvoir s'exprimer. On doit avoir le droit de ne pas être d'accord. Tous ces droits sont mis en cause. Ensuite, nous avons un Parlement. Le droit de base des parlementaires,
même en Ve République, c'est le pouvoir d'amendement. C'est-à-dire un texte arrive proposé par le gouvernement et on a le droit de dire « bah non, ça ne nous convient pas, on veut changer ceci, on veut changer cela ». Ce droit d'amendement est mis en cause. Enfin, des mesures inouïes de restriction des libertés publiques ont été prises. Par exemple, un des articles de la Constitution dit qu'il est interdit de retenir quelqu'un sans une décision de justice. Il y a eu des milliers et des milliers de gardes à vue sans aucune décision de justice et sans aucune suite de justice. Vous avez eu des interdictions de manifester qui ont été signalées dans des conditions telles que c'était fait pour pouvoir punir les gens qui y répondaient. Pourquoi? Parce que quand une préfecture décide à 17 h qu'une manifestation convoquée à 18 h est interdite, elle crée les conditions de mettre à la totalité des gens qui se trouvent là dans une situation de délit. Et ainsi de suite. Nous avons vu de cette façon les fondamentaux ordinaires de la démocratie républicaine être tout simplement foulés aux pieds. Donc moi je tous, parce que c'est mon rôle aussi, peut-être parce que tout ce que j'ai vécu politiquement m'a permis de voir des choses dans le temps. Aujourd'hui, la manière de se comporter de M. Macron est infiniment plus proche de celle de M. Orban que de n'importe qui d'autre en Europe, c'est-à-dire de pouvoirs qui sont des pouvoirs autoritaires. Et ça fonctionne comme un pouvoir autoritaire. Voilà. Comment ça se passe avec l'intersyndicale? Est-ce que vous avez rencontré ce fusionné? Alors, moi je suis très favorablement impressionné par les déclarations de Mme Binet, qui me fait l'effet de quelqu'un qui a un tempérament de lutte, qui nous fait reconnaître la CGT comme nous l'avons toujours connue. Et ça fait chaud au cœur de la voir ne pas baisser les bras, dire que la lutte doit continuer et toutes ces choses. Alors pour le reste, je ne suis pas responsable, je n'ai pas de responsabilité opérationnelle dans le mouvement insoumis, moi je m'occupe de la Boétie, mais c'est à M. Bompard ou à Mme Panot qu'il faut demander qui il voit. Je sais qu'il y a des coordinations qui sont assez étroites au niveau de la NUPES, mais avec les syndicats, et là je crois qu'on n'a pas beaucoup avancé. La présidente de l'Assemblée devrait rejeter l'amendement de Lyottre, titre de l'article 40. Ben, cette malheureuse a eu quelques jours de volonté de résistance, a essayé de défendre la dignité de l'Assemblée. Elle est tout de même instruite et cultivée. Elle sait que le droit d'amendement, c'est quand même la base. Deuxièmement, qu'il y a à l'Assemblée une sorte de droit coutumier, si vous voulez, qui faisait que l'article 40, alors l'article 40 nous interdit de proposer quelque chose si ça coûte des sous. Bon, alors qu'est-ce que vous pouvez proposer d'autre que de dire tiens, aujourd'hui il fait beau? C'est pas sérieux. Donc quand c'est le tour des parlementaires, lorsque les parlementaires proposent quelque chose qui vaut dépense, alors on dit on met un gage. Bon, en fait, c'est un gage plus ou moins sérieux, en général tout pareil. Des taxes sur l'alcool ou sur les cigarettes. Donc s'il fallait calculer la quantité de clopes qu'il faudrait fumer ou de bouteilles qu'il faudrait boire pour arriver à financer tout ce que depuis 50 ans les parlementaires proposent avec ce gage, vous voyez bien que ça ne serait pas sérieux. Donc on le fait par une sorte de coutume. Hein. Et on a toujours fait comme ça. Tout le monde, de tous les partis, de tous les horizons. Et tout d'un coup, elle dit « Ah ben non, ce n'est pas constitutionnel ». Et là, elle déchoit de sa charge. Elle n'est plus la présidente de l'Assemblée nationale. Je ne dis pas que c'est un métier facile, hein, c'est un mandat facile. Elle est devenue le petit bras armé de M. Macron. En quelque sorte, elle n'existe pas. Pas plus qu'on dirait dans un coucou que le rouage ou le coucou existe. Non, c'est une pièce d'horlogerie de la Macronie. Point final. Laurent Berger a dit le match est terminé. Vous diriez la même chose? Non, du tout. Pour moi, c'était pas un match. Un match, c'est toujours sympa. Vous regardez les équipes, vous sympathisez avec l'une ou avec l'autre. Si vous êtes sportif, ce qui est rarement le cas, quand vous avez perdu, vous faites de bonnes figures. Bon, là, c'est pas un match. Les gens y jouaient 2 années de travail supplémentaires. Des milliers de gens va vouloir dire 2 années de chômage de plus. Ça va vouloir dire de l'angoisse, ça va vouloir dire de la maladie. Donc c'était pas un match, c'était pas un jeu, les amis. C'était une bataille très forte et c'est pourquoi elle n'est pas finie. Et je vais vous dire, elle ne finira jamais. Pour la raison très simple, c'est qu'elle a commencé en 1905 avec les premières retraites et que depuis, on s'est toujours cramponné. Et nous voici maintenant ramenés à une situation qui est celle de 1905, puisque la première retraite était à 65 ans. Il faut vous rendre compte que pour certaines personnes qui ont des carrières hachées, ça veut dire qu'ils ne pourront pas partir avant 67 ans pour avoir le maximum de ce qu'ils peuvent avoir. Donc non, ce n'est pas un match, ce n'est pas un jeu, c'est une affaire qui engage la vie des gens et vous verrez que d'une manière ou d'une autre, cette lutte va trouver son prolongement. Et si l'article 40 est brandi jeudi, qu'est-ce qui reste à cette masse Il restera que tous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est quoi encore ce truc, l'article 40, parce qu'en ce moment on fait tous les cours de droit constitutionnel, hein, et 47.3, et 49.3, et 47.1, et 49.2, et maintenant voici l'article 40
du règlement des assemblées. Bon, c'est une fois de plus une disposition qui est anti-parlementaire. Elle montre le caractère autoritaire et hyper favorable à l'exécutif de la Constitution de la Ve République. Mais d'habitude, quand on le dit, les gens disent oui, tout ça c'est un peu compliqué, c'est du droit constitutionnel. Pour eux, ça ne leur paraît pas concret. Et maintenant, patatras, tout le monde voit que c'est très concret. Parce que si elle ne pouvait pas bloquer à cause de l'article 40, jeudi, nous serions certains, je dis bien certains, d'abroger la retraite à 64 ans. C'est pour ça qu'ils font tout ce cirque et qu'ils sortent l'article 40 pour empêcher qu'il y en vote. Qu'est-ce qu'il a sur français une fois que cet article est voté? Je ne pense pas du bien de ceux qui l'auront utilisé. Et je pense que la lutte continue. Et elle va continuer dans une ambiance d'exaspération plus grande. Parce que les gens ont vraiment l'impression qu'on ne peut parler de rien. On ne peut pas amender, on arrive à l'Assemblée, on a le droit de rien, on va dans la rue, on a le droit de rien. On n'a jamais le droit de rien. On a juste le droit d'applaudir, de s'enthousiasmer, de se réjouir et de je ne sais pas quoi avec notre monarque présidentiel quand il est entre deux séjours à Versailles. Monsieur Mélenchon, revenons à cette manifestation. Est-ce que vous craignez des débordements? 1000 éléments radicaux sont attendus. On va passer Oui, par la route. non pas 1000, 250 000. Parce que vous savez que dans ce pays maintenant, on annonce des bandes armées. On ne fait rien pour les arrêter, mais on les annonce. On annonce la participation à la manifestation 2 jours avant. Et regardez comme ça tombe bien. Le jour où ça a lieu, ça correspond pile poil au chiffre. Monsieur Darmanin, c'est assez foutu de nous. D'accord? Qui s'occupe des bandes de fascistes et viendra après nous dire ce qu'on doit faire. Parce qu'il y en a plein d'autres, cet homme, et de ses manières de faire. Cet encouragement permanent, cette indifférence qu'il a à ce qu'endurent les travailleurs et leurs syndicalistes. Vous avez vu les scènes qu'ils ont fait, à juste titre, personne n'était d'accord pour qu'on aille embêter le chocolatier. Mais alors, quand on enlève un délégué syndical, qu'on le retrouve, qu'on lui vole son argent et qu'on le jette sur la route, il n'y a pas un mot du ministre de l'Intérieur pour dire que ce sont des méthodes inacceptables. Vraiment, M. Darmanin est une espèce de ministre du Rassemblement national à l'intérieur du gouvernement macroniste et rien d'autre. Et rien d'autre. Donc vous ne craignez pas les débordements aujourd'hui? Non, pourquoi je les craindrais? Il n'y en aura pas. Ça, c'est pas parce que M. Darmanin m'annonce la présence des provocateurs ou de je ne sais pas qui, pardon? Les services de renseignement. Les services, vous les fréquentez, vous l'en dites à vous? Non, vous n'en savez rien, donc ne colportez pas des nouvelles sur lesquelles... Pardon, monsieur, je vous parle comme ça parce que après on devient tous fous. Alors moi, je lui réponds, et on fait... Et vous savez quoi? Il paraît que le Père Noël va venir avec 2 martiens. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Mais lui, le micro, il va répondre. Mais ouais, mais on crée des événements qui n'existent pas. Ou bien, quand ils existent, on n'est pas capable de les évaluer sérieusement. Voilà, je proteste contre cette manière de faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de défendre le droit à la retraite, et encore, à 62 ans. C'est ça qu'on est en train de faire. Pas de s'occuper des clowneries de Darmanin et de sa mise en scène de son cauchemar Même préféré. s'il y a moins de monde dans la rue, ça sera quand même une journée réussie. C'est une journée de lutte, et il n'y a que la lutte qui paye. C'est si on ne se bat pas qu'il ne se passera rien. Alors, bon, est-ce qu'il y a moins de monde dans la rue? Je ne sais pas. Bon, on m'a dit que si, il y en avait toujours autant. Alors, on va voir. Ouais. Eh bien, nous allons voir, parce que c'est d'abord aux syndicats, c'est eux qui ont mené la lutte jusque-là. C'est eux qui l'ont organisée. Nous avons fonctionné comme une force de renfort. Nous avons appelé aux manifestations, nous avons amené des sous à la caisse de grève, nous avons distribué des millions de tracts, fait des centaines de réunions publiques. Bon, voilà quel a été notre rôle. Et essayer de mobiliser tout ce qu'on pouvait chaque fois qu'il y avait une manif. Mais ceux qui ont pris les décisions, c'est-à-dire convoquer les journées d'action, décider ou pas de la coordination des mouvements de grève, ce sont les directions syndicales. Donc on va d'abord voir ce qu'ils nous proposent. Et en fonction de ça, je pense qu'on va positionner. Il y a des questions sur la lutte possible pour les européennes et pour les sénatoriales à venir. Oui, ça se passe. Non mais attendez, je vous répondrai, je vous promets. Mais pas là, on est dans la bataille pour les retraites. Je ne veux pas moi-même desservir ma cause. Est-ce que la NUPES se sent renforcée de cette bataille? Apparemment, bon, tout le monde a dit, je ne sais pas pourquoi, ah, c'est le RN qui progresse, Vous faites un foutu sondage, les seuls qui arrivent en tête, c'est la NUPES. Donc, apparemment, Vous êtes unis. il y a... Oui, mais c'est donc d'abord pas faut l'être. Merci de le dire, monsieur. Il faut donc être unis. Et je pense que c'est une contribution normalement la plus directe à la lutte, si vous voulez qu'elle continue sous une forme, c'est de mettre une raclée à M. Macron aux prochaines élections. Nous, on est des démocrates, on croit à ça aux élections. Voilà. Depuis le début, on a vu deux camps séparés, le syndicaliste la pêche de l'autre, la faute à qui? La faute, vous allez tout de suite me fâcher avec la moitié du monde. Là. Mais bon, nous, on était disponibles pour le faire ensemble. Mais on a été très handicapés pendant une longue période par la façon de fonctionner de M. Philippe Martinez. Si vous vous en souvenez, s'en est pris à moi, était absolument hostile à toute... sans qu'on ait jamais compris pourquoi.
Alors maintenant le ton a beaucoup changé, il y a une ambiance qui est plus favorable avec la CGT. Bon, qu'on ne soit pas d'accord, ça peut arriver, hein. On n'est pas obligé de s'engueuler en public.